Bonjour. Le 24 août de l'an de grâce 1572, jour de la Saint-Barthélemy, c'est l'Apocalypse à Paris. Le déchaînement inouï des crimes et des forfaits qui se produisirent en 72 heures recèle encore aujourd'hui bien des mystères et des contradictions. Une seule chose est sûre, c'est que le bilan politique et moral, mais aussi surtout en nombre de victimes, fut tel que Saint-Barthélemy est devenu un nom commun synonyme de tuerie et de massacre d'une violence extrême. La folie meurtrière qui s'empara de nos édiles, de nos gouvernants et de toute la population à Paris, mais aussi en province, dépasse l'entendement. Elle dépasse l'intellect, le raisonnement, s'oppose même à la raison, à la logique et au simple bon sens. La Saint-Barthélemy, pour moi, c'est le triomphe de l'irrationnel. Pour raconter ce que furent au juste ces journées, c'est aussi poser la question des responsabilités. Quant à y répondre, c'est ce que l'on s'efforce de faire depuis plus de 4 siècles sans y parvenir vraiment. Le débat sur ce qui est véritablement advenu afin de donner un sens à l'impensable n'a pas cessé et les historiens continuent à s'affronter en vain. Je vais vous livrer aujourd'hui un scénario plausible, mais je veux insister sur le fait qu'il en existe bien d'autres. Mon interprétation des faits, dont je vais vous parler, n'est pas forcément la plus communément admise, et elle est subjective dès lors que j'éprouve certaines sympathies pour des acteurs fortement impliqués dans ce drame atroce, et en particulier Catherine de Médicis, dont l'image pour un grand nombre de gens se confond avec la légende noire qui l'entoure. La duchesse florentine, Catherine de Médicis, était l'épouse du roi de France Henri II, et j'ai évoqué à plusieurs reprises son incroyable mariage à Marseille. Longtemps, Catherine restera discrète à la cour des Valois, reléguée dans l'ombre de la maîtresse du roi, Diane de Poitiers. Quand Henri II meurt lors d'un tournoi en 1559, elle se trouve violemment projetée dans l'arène politique. Elle n'a aucune ambition personnelle, mais elle est la mère de 3 fils qui régneront tous tour à tour, et elle considère qu'il est de sa responsabilité et de son devoir de les épauler et d'être à leur côté dans les épreuves qui ne manqueront pas de s'amonceler sur leur tête. La France est en effet divisée en 2 camps qui se déchirent, les catholiques et les huguenots. Et dans chaque camp, les plus extrémistes entendent bien s'imposer par la force. Son fils, François II, monte le premier sur le trône. Il est jeune, il n'a que 15 ans, il est maladif et très influençable. Il est aussitôt, sans même en prendre conscience, sous l'emprise de la famille des Guises et des catholiques les plus intransigeants. Catherine est consciente du danger et elle se trouve donc dans l'obligation de prendre les choses en main. Elle va par conséquent conduire les affaires du royaume et s'efforcer de trouver une issue favorable aux longs conflits religieux qui déchirent la France depuis des années. C'est son devoir, et elle l'assumera en dépit des difficultés. Entre les 2 camps, Catherine de Médicis cherche obstinément à apaiser les tensions en accordant aux protestants une certaine liberté de culte par l'édit de Saint-Germain en 1562, tout en apportant son soutien aux catholiques modérés, comme le chancelier de France Michel de l'Hôpital, qui œuvrait pour une entente cordiale entre toutes les religions. Mais c'est une mission périlleuse, d'autant plus que les 2 camps
reçoivent le soutien de l'étranger qui souffle dans les braises. La très catholique Espagne pour les catholiques, l'Angleterre, les Pays-Bas et certains États allemands pour les protestants. Son premier objectif est de consolider l'autorité de la couronne et de juguler, autant que faire se peut, l'appétit vorace des catholiques les plus radicaux, comme l'Église, qui rêvait de s'emparer des rênes du pouvoir. Catholiques et protestants doivent s'entendre. C'est ce qu'elle ne cesse de répéter inlassablement. Ils doivent s'entendre. Ils sont condamnés à s'entendre pour préserver l'unité du pays et la paix. C'est bien l'axe central de la politique qu'elle va s'efforcer de mener avec obstination et quelques succès. Après François II, mort prématurément d'une méningite en 1560, c'est à présent son frère Charles IX qui règne. Mais dans les faits, c'est toujours Catherine qui gouverne. En effet, le nouveau roi n'a que 10 ans. Il donne de lui une première image assez frêle, mais rapidement, au fil des années, ses extravagances et surtout sa violence l'emportèrent. C'était un Valois, ne l'oublions pas, et les Valois se sont fait souvent remarquer par leur excentricité, voire leur folie. Et je pense bien évidemment à Charles VI, dit le bien-aimé, mais aussi le fou, qui régna de 1380 à 1422. Charles IX avait de qui tenir, comme l'on dit familièrement. On raconte qu'au retour de la chasse où il excellait, aussitôt descendu de cheval, même s'il était resté en selle durant des heures, il se précipitait vers sa forge. Si l'on en croit l'ambassadeur Sigismondo Cavalli, commençait à battre une enclume 3 ou 4 heures, comme s'il voulait évacuer son trop-plein d'énergie. En mars 1563, un édit de pacification est signé à Amboise, mais les catholiques reprochent une fois encore à Catherine, qui l'a initié, d'accorder trop de liberté aux protestants. En dépit de toutes ces difficultés, Catherine ne perd pas l'espoir d'une réconciliation réelle et durable. Et c'est alors qu'elle a une idée géniale. Unir les deux dynasties issues de Saint-Louis, Valois catholiques et Bourbon en partie protestante, en mariant sa propre fille Marguerite de Valois, Margot comme on l'appelait familièrement, avec le nouveau chef des armées protestantes, le jovial et truculent Henri de Navarre, dans l'esprit d'une complète réconciliation. Quoi de mieux en effet qu'une noce, avec toutes les réjouissances qui l'accompagnent pour cimenter cette concorde tant espérée. Une noce qui serait célébrée à Paris. Elle le voulait ardemment. Elle l'exigera même, car beaucoup dans l'entourage étaient opposés à un mariage dans la capitale. Une noce à Paris, pensait-elle, ce serait une fête pour tous les Parisiens, et pour la jeunesse en particulier, car tous ceux qui entouraient le jeune roi Charles IX, comme ceux qui se trouvaient dans l'entourage de Henri, ont entre 15 et 22 ans. Les deux acteurs principaux, la reine-mère Catherine et Gaspard de Châtillon, amiral de Coligny, font figure de vieillards. Tout cela était bien imaginé, mais c'était sans compter, comme nous allons le voir, sur les passions de son temps toujours vives. Le mariage fut donc négocié par Catherine avec Jeanne d'Albret, la mère d'Henri de Navarre. Il démontrerait que l'alliance pouvait l'emporter sur la division pour le plus grand bien du royaume. Le roi, frère de Marguerite, en était aussi convaincu. Ce mariage, disait-il, rendra l'union qui est entre mes sujets perdurable, chose que je désire plus que toute autre chose en ce monde.
Pourtant, un événement fortuit faillit leur mettre en cause le dessein, le décès soudain d'une pleurésie de Jeanne d'Albret, qui suscita aussitôt des rumeurs totalement infondées d'empoisonnement, et l'opinion publique accusa aussitôt Catherine d'en être l'instigatrice par l'intermédiaire de son parfumeur florentin, René Bianchi. C'est Agrippa d'Aubigné qui, le premier, l'accusa nommément. Il aurait procuré des gants empoisonnés à la reine de Navarre, version reprise par Alexandre Dumas dans son roman La Reine Margot en 1845. Aujourd'hui, toutes ces accusations sont reléguées au domaine romanesque. Comme on peut l'imaginer, la nouvelle de la mort de sa mère, alors qu'il se trouvait en route pour la rejoindre à Paris et épouser Marguerite, affecta profondément Henri, et c'est en habit de deuil qu'il entra à Paris avec une suite nombreuse, triste présage de nouvelles infortunes. Pourtant, le mariage eut bien lieu à Paris, comme le voulait Catherine, en présence d'un grand nombre de gentilshommes protestants et à la date prévue, à savoir le 18 août. Dans ses mémoires, Marguerite nous rapporte: nos noces se firent avec triomphe et magnificence. Le roi de Navarre et sa troupe avaient changé le deuil en habits très riches et beaux, et toute la cour était parée. Et moi, habillé à la royale, avec la couronne et couée d'hermine mouchetée, et un grand manteau bleu à 4 aulnes de queue porté par 3 princesses. Catherine souhaitait que ses noces dépassent les siennes en magnificence. Depuis quelques jours déjà, bals, feux d'artifice, tournois et joutes se succédaient dans une ambiance bon enfant. Catherine ne tenait plus en place. L'effervescence régnait au Louvre. Certains huguenots, suspicieux, craignaient de tomber dans un piège, mais très vite cette peur se dissipa. Quand la cérémonie commença, Catherine se surprit même à sourire, ce qui était pour le moins inhabituel chez elle. Depuis la mort de son époux, elle était toujours vêtue de noir, et son visage restait hermétique, ne trahissant aucun de ses sentiments. Désormais, on pouvait envisager l'avenir avec confiance. C'était même, au dire de chacun, une nouvelle ère de paix et de prospérité qui commençait. Pourtant, au lendemain des noces, comme Coligny, après avoir rencontré le roi, se rendait à pied à son hôtel, situé à environ 200 mètres du Louvre, entouré de quelques capitaines protestants, il reçut 1 ou 2 coups d'arquebuse tirés d'une fenêtre. Aussitôt, les fidèles de l'amiral se précipitèrent vers la maison. Ils y découvrirent l'arquebuse encore fumante, mais le tireur, bien évidemment, s'était volatilisé. La nouvelle de l'homicide ne tarda pas à se répandre dans toute la ville. Pour tous les protestants qui laissèrent exploser leur colère, l'attentat était signé. Les Guises et les catholiques extrémistes, le duc d'Anjou, frère du roi, futur Henri III, l'Espagne, et derrière tout ce beau monde, Catherine de Médicis, qui pourtant, depuis des années, s'efforçait de leur apporter plus de liberté. Il faut souligner néanmoins que ce ne sont en fait qu'une minorité des protestants qui croient vraiment que la reine-mère leur est hostile. En apprenant cette tentative d'assassinat, celle-ci est exaspérée. Elle sent bien le risque qu'il entraîne pour sa politique de concorde et de réconciliation. Et aussitôt, elle se rend en personne au chevet de l'amiral, qui est grièvement blessé au bras gauche, tandis que Charles IX promet à Henri de Navarre que justice sera faite. Coligny, grâce aux bons soins de l'illustre chirurgien Ambroise Paré, semble se remettre assez vite, mais il fallut lui couper un doigt.
Ce sont là des bienfaits de Dieu, dit-il à ses amis qui se lamentaient autour de lui. Oui, monsieur, remercions-le, il a épargné la tête et l'entendement, lui répondit l'un d'entre eux. Le roi, à son tour, se rend auprès de lui pour lui faire part de son indignation. Que se disent le roi et l'amiral? Coligny a-t-il alors informé Charles IX de ses certitudes sur la responsabilité des Guises dans cet attentat? Nous n'en savons rien. Pour certains, il lui aurait dit simplement « Je n'ai d'ennemis que messieurs de Guise. Toutefois, je n'affirme point qu'ils aient fait le coup. » Ce qui est sûr, c'est qu'à Paris, où Henri de Guise est extrêmement populaire, les catholiques s'agitent de plus en plus, et un détachement de la garde royale se poste même face au logement de Coligny, ce qui ne présumait rien de bon. Quant aux protestants, ils font aussitôt pression auprès du roi pour que les coupables soient châtiés au plus vite afin de dissuader d'autres enragés de passer à l'action. Le samedi 23, vers 11 heures, certains capitaines huguenots menacèrent même de faire justice eux-mêmes si celle du roi tardait trop ou ne suffisait pas. Ils auraient même déclaré devant Charles IX qu'il ne remplissait pas tout de suite, s'il ne remplissait pas tout de suite son office justicier, ils iraient jusqu'à oxyre Henri de Guise. À bon entendeur, salut. Alors, dans ce climat de méfiance, les imaginations divaguent. Le mot de complot est prononcé avec insistance. En fait, on ne saura que bien plus tard que l'agresseur de l'amiral, l'homme qui déclencha la mécanique infernale, un certain Charles de Maurevert, avait agi seul. C'était un fanatique catholique, un déséquilibré qui se croyait investi d'une mission divine et prétendait que la Sainte Vierge lui apparaissait régulièrement. Il n'en était pas d'ailleurs à sa première tentative d'assassinat contre un protestant. 3 ans plus tôt, il avait tué Artus de Mouy, un lieutenant de Coligny. Dans le camp protestant, la peur monte. Certains, comme Jean de Ferrières, vidame de Chartres, veulent quitter Paris, où l'autorité publique ne paraît plus être en mesure de garantir leur sécurité. D'autres, autour de Coligny, se fient encore à la protection royale, mais pour beaucoup d'entre eux, il faut se préparer à se défendre si le roi baisse les bras. Les catholiques, dans l'entourage des Guises, proclament alors haut et fort que les protestants s'apprêtent, sous la direction de Gabriel de Lorge, comte de Montgomery, qui tua jadis Henri II en tournoi par accident, et avec l'assentiment de Coligny, à trucider la famille royale, les Guises et tous les bons catholiques pour instaurer une monarchie huguenote, autant dire satanique. Au Louvre, on commence alors à s'affoler. Dans l'après-midi, la tension est à son comble dans l'entourage du roi, tiraillé entre les deux camps et de plus en plus agité par des tremblements convulsifs. 2 conseils se tiennent successivement dans le jardin des Tuileries, puis au Louvre. Il participe autour du roi et de son frère Henri d'Anjou, le maréchal de Saulx Tavannes et le garde des Sceaux Jean de Morvilliers, ainsi bien entendu que Catherine de Médicis et sa garde rapprochée à dominante italienne, Louis de Gonzague, duc de Nevers, Albert de Gondi, maréchal de Retz, et le chancelier René de Birague. Au total, un groupe restreint. Au cours de la seconde réunion, dans la soirée, on s'accorda à dire que la situation était particulièrement grave et que les menaces des protestants étaient sérieuses. Une subversion était une hypothèse à ne pas prendre à la légère. Elle semblait même probable. Pour Gondi, qui harcelait le roi pour le convaincre d'agir, elle était sûre et certaine. Il fallait donc absolument réagir et prendre les devants, étouffer dans l'œuf
toute velléité de soulèvement de la part des huguenots les plus radicaux. Il en allait de la crédibilité du roi, dont l'autorité souveraine risquait d'être mise en cause, comme le souligna avec insistance son frère Henri d'Anjou. Catherine, qui se tenait un peu en retrait et semblait perdue dans ses réflexions, prit alors conscience du danger. L'urgence et l'essentiel n'était-il pas de préserver le trône et l'avenir de ses fils et de la France? Elle, dont la paix religieuse avait toujours été jusque-là sa priorité, n'hésita pas à égrener les noms des chefs protestants qui auraient toutes les chances de participer à cette subversion si celle-ci se préparait, comme la majorité des personnes présentes semblaient le croire à présent. Pour éviter une telle rébellion et la violence prévisible, il fallait en passer par là et éliminer ces huguenots de guerre, cette élite protestante qui voulait en découdre. Cette thèse continue à susciter de nos jours bien des débats. C'est celle de l'historien Denis Crouzet, spécialiste des guerres de religion du XVIe siècle et auteur en 1990 des Guerriers de Dieu. Par amour pour son peuple et afin de le préserver d'une nouvelle guerre civile, il était nécessaire d'arrêter et mettre à mort, même à contre-cœur, les principaux chefs protestants. Catherine en cita une dizaine, des gens qu'elle savait jusqu'au boutiste et qu'il fallait donc éliminer. Mais d'autres noms furent ajoutés, dont même celui de l'amiral Coligny, ce qui sembla fortement la contrarier. Son vieux complice, avec lequel tout l'opposait, mais qu'il avait rejoint dans l'idée et l'organisation du mariage, car il était, comme elle, soucieux d'instaurer la paix et la réconciliation dans le royaume, n'était pas un danger, bien au contraire. Mais pour éviter le pire, ne fallait-il pas se résoudre à sacrifier même ceux pour lesquels on éprouvait du respect et même une certaine sympathie? Et l'amiral Coligny, figure emblématique du protestantisme, en était un symbole fort. Ce sont donc bientôt quelques dizaines de noms qui sont retenus. Henri de Navarre, beau-frère du roi, et Henri de Condé, prince de sang, n'en faisaient pas partie, évidemment. Cette décision de liquider les principaux chefs militaires protestants, une décision qui pouvait être lourde de conséquences, ne fut pas prise facilement. Ainsi, pour ne prendre qu'un exemple, Jean de Morvilliers ne s'y rallia pas sans réticence et scrupule, et Charles IX lui-même, à qui on demanda de légitimer l'opération sous peine de mettre en péril la paix avec l'Espagne et la monarchie française, hésitait, et c'est à contre-cœur qu'il donna finalement son accord, en s'écriant toutefois, comme s'il voulait se décharger de ce poids: « Puisque vous voulez qu'on tue l'amiral, je le veux, mais aussi tous les huguenots de la France, afin qu'il n'en demeurât pas un qui pût me le reprocher après. » Cette exhortation sera, hélas, prise au pied de la lettre par ceux qui n'attendaient que cela, massacrer le plus grand nombre de protestants. En ce qui concerne Coligny, qui sera l'une des premières victimes des massacres qui vont se dérouler le lendemain, dès l'aube, le roi se justifiera 20 jours plus tard en ces termes: « Il avait plus de puissance et était mieux obéi de la part de ceux de la nouvelle religion que je n'étais, de sorte que s'étant arrogé une telle puissance sur mes 10 sujets, je ne pouvais plus me dire roi absolu, mais commandant seulement à une part de mon royaume. » Le conseil achevé, le roi s'effondre dans un fauteuil en gémissant comme une bête blessée. Et tout le monde se retire, sûr d'avoir fait le bon choix, ou feignant de l'être.
En prenant cette grave décision, n'avait-on pas évité que la monarchie ne tombe entre les mains de factieux? Par ailleurs, on ferait un exemple, et une fois leurs principaux chefs éliminés, les protestants seraient assurément dissuadés d'employer toute action de force, et ils rentreraient dans le rang. Il serait alors temps de reprendre des contacts et de discuter sur l'avenir. Denis Crouzet voit dans cette décision de Catherine et de son fils un crime d'amour. En fait, en voulant éviter le pire, Catherine, son fils et le Conseil royal le favorisa. Leur décision prompte et improvisée engendra même le pire du pire, au-delà de tout ce que l'on aurait pu envisager, lorsque l'émotion prit le pas sur la raison. Personne n'aurait imaginé alors, dans l'entourage du roi, qu'une seconde Saint-Barthélemy prendrait le relais de la première, une Saint-Barthélemy populaire que rien ni personne ne put contrôler. Tout commença le lendemain, le 24 août, à l'aube, lorsque sonnèrent les cloches de Saint-Germain-l'Auxerrois et du palais de justice, et qu'un tumulte se fit entendre dans certains quartiers, faisant penser tout d'abord à une attaque généralisée des protestants, conformément à une sorte de psychose préétablie. Les Parisiens étaient persuadés que les protestants voulaient en découdre. Ils n'ignoraient pas que certains protestants étaient très remontés. On le leur disait tous les jours dans les églises. Et pour être objectif, il faut dire que certains protestants étaient en effet de plus en plus agressifs et menaçants. Parmi les plus acharnés, mais aussi les plus purs, se trouvait un certain La Mole, dont je voudrais vous dire quelques mots, car sa destinée fut assez singulière. Ce jeune Don Quichotte défendait avec fougue la nouvelle religion dans laquelle il avait grandi, et qui le fit arriver à Paris plein de suspicions et de craintes, en franchissant les portes de ce qu'il considérait comme la nouvelle Babylone, où le mal était partout. Pour lui, la sœur du roi, cette Margot est une putain malfaisante, et le mariage, la honte des nôtres. On sait que pourtant, cette femme si profondément haïe, il en tombera éperdument amoureux et qu'il devint son amant. La Mole et son compagnon fidèle, le tonitruant Annibal de Coconas, seront exécutés place de Grève en avril 1574, malgré la demande de leur grâce faite par le duc d'Alençon, frère du roi, et par Margot, évidemment. Avant d'aborder les faits en détail de cette Saint-Barthélemy mémorable, précisons que Barthélemy, que l'on fête le 24 août, est un apôtre du Christ qui serait mort en Arménie, écorché vif, crucifié et décapité. Il est vénéré par l'Église apostolique arménienne qui en fait le premier illuminateur du pays d'Arménie. Je vous disais précédemment que Coligny fut la première victime du massacre. Vers 3 heures du matin, sa maison est investie. L'amiral se trouve alors dans sa chambre. Un reître, Charles Danovitch, capitaine et originaire de Bohême, surnommé Besme, surgit brusquement devant lui. Il est armé jusqu'aux dents. Agrippa d'Aubigné rapporte ce court dialogue pathétique entre Coligny et cet homme. « Es-tu l'amiral ? Jeune homme, respecte ma vieillesse. Au moins si je mourrais de la main d'un cavalier, non de ce goujat. » Et sur ces paroles, Besme lui passa l'épée au travers du corps et en la retirant, lui trancha le visage en deux. Deux autres hommes s'acharnent aussi sur lui et le frappent à plusieurs reprises par des coups d'épée et de dague. Son corps est ensuite jeté par la fenêtre.
Il tombe dans la cour devant le cheval d'Henri de Guise qui tenait à assister à l'exécution. Mais le vieil amiral a la peau dure. Il est encore vivant et tente même de se relever. On le frappe encore à nouveau et un soldat enfonce le canon de son arquebuse dans sa bouche et tire. Pour bien le reconnaître, Henri de Guise essuie lui-même son visage sanglant. Le cadavre est ensuite dépouillé et dénudé. Coligny éliminé, la tuerie pouvait commencer. Il était 4 heures du matin. François de la Rochefoucauld, familier du roi, et Téligny sont mis en pièces. Les plus proches compagnons d'Henri de Navarre et de Condé sont désarmés avant même qu'ils ne puissent réagir, et des hallebardiers les embrochent. Les chefs protestants étaient ciblés, comme on l'a vu, une dizaine tout au plus, mais le chiffre fixé fut rapidement dépassé, et on assista alors à ce que n'aurait sans doute jamais imaginé Catherine, une véritable tuerie de masse, impossible à réfréner, comme si l'assassinat de Coligny, dès qu'il fut connu, avait libéré des pulsions et levé des inhibitions au sein de la partie extrémiste et probablement majoritaire de la population parisienne. Il semblerait qu'elle n'attendait qu'un signe pour en finir avec ces hérétiques qui gangrenaient la société et accomplissaient assurément l'œuvre de Satan. Ce signe salvateur, il était venu enfin, et qui plus est du roi lui-même, donc de Dieu en personne. Hein, souvenez-vous des propres paroles de Charles IX. Tuez-les tous, qui s'était propagé comme une traînée de poudre depuis le Louvre à travers toutes les rues de la capitale. Tuez-les tous! La terrible exhortation circulait de bouche à oreille, à la vitesse d'un cheval au galop. Rien ne pouvait l'arrêter. On ne rencontrait que des gens qui fuyaient et d'autres qui les poursuivaient en criant « Tue! Tue !» rapporte un témoin, ajoutant que ni le sexe ni l'âge n'obtiendraient merci. « Tue! Tue !» Partout, c'est le même cri, poussé par ces hommes arborant au bras ou au chapeau une croix blanche de tissu ou de papier. C'est ce même cri horrible qu'entendent Maximilien de Rosny, 12 ans, et futur duc de Sully, ou encore Jacques de Caumont, 13 ans, futur duc de la Force, qui feint d'être mort dans le corps de son père, entre le corps de son père et de son frère, tué sous ses yeux. Désormais, tout ce qui est protestant ou soupçonné de l'être, des enfants comme des femmes ou des vieillards, sont massacrés. Leurs cadavres s'entassent sur les places, soigneusement mutilés à l'instar de celui de Coligny, ou jetés par centaines à la Seine. Des documents attestent formellement de l'acharnement bestial des catholiques. Les victimes sont d'origine noble ou roturière. Ce sont des procureurs, des magistrats, des membres du Parlement, mais aussi des libraires, des chirurgiens, des orfèvres, des marchands, des forgerons, des charpentiers, des maçons. Et au milieu de cette horreur sans nom, qui monte comme une mayonnaise, Charles IX, épouvanté, court tel un beau diable dans les couloirs désertés de son palais du Louvre. En dépit des ordres donnés, il est incapable de faire cesser cette tuerie épouvantable qui commence et dépasse l'entendement. Plus personne ne l'écoute, plus personne ne l'entend. Pourtant, ne lui avait-on pas dit que son autorité royale sortirait renforcée s'il prenait la décision d'éliminer les chefs protestants factieux? Je voudrais vous donner à présent quelques exemples atroces de la violence de ces persécutions et de ces cruautés qui m'ont fait parler au début de notre rencontre d'irrationnel,
pour qualifier cette Saint-Barthélemy sanglante de 1572. Un libraire parisien, dénommé Houdin Petit, dénoncé par son beau-frère, fut transpercé de 20 coups de hallebarde. Comble de l'horreur, la Saint-Barthélemy fut une opportunité pour beaucoup de régler de vieux contentieux, des affaires de voisinage, d'argent ou d'héritage dans certaines familles. C'était l'occasion rêvée. Tout était désormais possible, tout était permis. Pourquoi donc se priver? Et on s'en donna à cœur joie. Ce jour-là, notera un bourgeois de Strasbourg de passage à Paris. Les rues étaient humides, comme s'il avait beaucoup plu. Mais ce n'était pas de la pluie qu'elle luisait, mais du sang. De surcroît, on ne se contenta pas de massacrer. On mutila atrocement les cadavres. On s'acharna notamment sur les femmes. Mais les traitements les plus féroces furent réservés aux femmes enceintes. Ces sévices infligés répondaient à la volonté d'anéantir toute prolifération possible de ceux que l'on voulait exterminer. La castration systématique des hommes relève symboliquement de la même obsession, de même que l'engorgement des enfants. La nudité imposée aux victimes est un autre trait qui ressort des récits des témoins de ces tueries. En les dépouillant, on leur ôtait leur identité sociale, on rompait tous les liens qui les rattachaient à la société, on les rendait anonymes, et on se donnait bonne conscience, puisque tout rapprochement avec un être humain bien identifiable était impossible. C'est aussi dans ce but qu'on les mutilait, en les défigurant atrocement. Après avoir détruit en eux tout aspect humain, il fallait mettre en évidence leur nature bestiale et diabolique. Des centaines de cadavres furent jetés dans la Seine au cours de ce dimanche apocalyptique. Et ces mêmes témoins notèrent tous le sinistre changement de la couleur des eaux du fleuve, devenues rouges de sang. Les vieillards et les malades n'échappent pas aux exactions. Le plus souvent, on leur fracasse la tête sur les pierres des quais avant de balancer leur corps dans la Seine. Ceux qui n'étaient pas morts employèrent leur dernière force pour tenter de s'accrocher aux barques. On leur coupa les mains ou les bras. Aux personnalités, officiers et fidèles du roi, on usa souvent du pire cynisme. Imaginez, on leur fait croire à une protection. Ils sont escortés vers le Louvre et massacrés en pleine rue, comme Pierre de Laplace, premier président de la Cour des Aides, historien et moraliste de renom, qui est criblé de flèches par les archers censés le protéger, et son corps recouvert de fumier et d'immondices. L'humaniste Pierre de la Ramée, dit Ramus, professeur au Collège de France, est défenestré, puis dépecé, son cadavre traîné dans les rues par ses élèves hilars. Un relieur très estimé par ses voisins est brûlé vif dans sa maison. La femme du plumassier du roi est poignardée sauvagement et rejoint dans la Seine les dizaines de cadavres qui y flottent déjà depuis l'aube. Sa longue chevelure s'entortilla au pilier du pont Notre-Dame et son corps y resta accroché pendant 5 jours. La femme du procureur Leclerc, que l'on savait très amoureuse de son époux, est obligée de piétiner son cadavre. Leclerc fut l'une des premières victimes de ce dimanche sanglant. La malheureuse est ensuite noyée malgré sa grossesse. On compare parfois la cruauté des hommes à celle des fauves. C'est faire injure à ces derniers. Les fauves n'atteignent jamais au raffinement de l'homme, disait fort justement Dostoïevski. Certains de ces massacreurs au service de la milice parisienne sont bien connus. Ils s'appellent Thomas Croisier, Chocard,
le capitaine Nicolas Pezou, l'avocat Jean Pierrier, et ils rivalisent entre eux en matière de finesse et de cruauté. Les protestants se réfugièrent chez leurs amis catholiques. Dénoncés, ils furent aussitôt massacrés, de même que ceux qui les avaient accueillis. Ce fut le cas du seigneur Charles de Téligny, gendre de Coligny, ou encore de la femme de l'orfèvre du roi, Françoise Baillet. Elle fut victime de la plus atroce des mutilations. Pour récupérer ses bracelets d'or, on lui coupa à la hache les 2 poignets, puis on la conduisit chez un rôtisseur voisin, et on obligea celui-ci à l'empaler avec l'une de ses broches avant de balancer son corps dans le fleuve. Suprême subtilité, ces poignets furent donnés aux chiens. Ces exactions, qui dépassent l'entendement, et je vous ai épargné les plus démentielles, se poursuivront les 3 jours suivants, avec la même intensité. Elles seront d'un niveau comparable ou même supérieur aux violences civiles de la terreur de 1793-1794 ou à celles de la Commune de Paris. On dénombra le 24 août et les jours qui suivirent entre 4 000 et 15 000 morts victimes de ces atrocités. Puis la contagion gagna toute la France. Meaux, Orléans, Provins, Angers, Tours, Rouen, Lyon, Bordeaux, Toulouse. Et je puis vous assurer que tous ces massacreurs, bons pères de famille et époux exemplaires, étaient convaincus d'accomplir une magnifique œuvre de justice, de sûreté publique et de purification conforme à la volonté du roi et souhaitée par Dieu. D'ailleurs, dans le cimetière des Saints Innocents, un plant d'aubépine, depuis longtemps desséché, ne venait-il pas, ce 24 août, de reverdir, puis de refleurir face à une image de la Vierge? Cette nouvelle incroyable se répandit très vite, et on cria au miracle. Cela vous donne, je pense, la mesure de l'état d'esprit qui régnait alors. Pour Denis Crouzet, la Saint-Barthélemy est une grande geste mystique qui prend sa source dans une hallucination collective de la présence de Dieu, une présence qui se détecte dans la croix que les violons portent rituellement sur eux, en eux, dans le cadavre de l'amiral de Coligny, miraculeusement frappé, et surtout dans ce qui est le seul vrai point d'origine de la grande déferlante massacrante, l'aubépine qui refleurit au petit matin. Huit jours après le massacre, écrit un chroniqueur, témoin du phénomène, il vint une grande multitude de corbeaux s'appuyer sur le pavillon du Louvre. Leur bruit fit sortir pour les voir, et les dames firent part au roi de leur épouvantement. La même nuit, 2 heures après s'être couché, le roi saute de son lit, le visage en sueur, les yeux exorbités. Il fait lever ceux de sa chambre et envoie quérir son beau-frère, entre autres, pour ouïr dans l'air un bruit d'un grand éclat et un concert de voix criantes, gémissantes et hurlantes, tout semblable à celui qu'on entendait les nuits des massacres. Ces sons furent si distincts que le roi, croyant à un désordre nouveau, fit appeler des gardes pour courir en ville et empêcher le meurtre. Mais, ayant rapporté que la ville était en paix et l'air seul en trouble, lui aussi demeura troublé, principalement parce que le bruit dura 7 jours, toujours à la même heure. Ce fait singulier, rapporté par de nombreux témoins et mentionné par plusieurs chroniqueurs, sera souvent conté plus tard par Henri IV, le soir,
assez proche. Une sorte d'angoisse diffuse qui le faisait frissonner des pieds à la tête s'emparait alors de lui, et quand il faisait ses récits, selon d'Aubigné, ses cheveux se dressaient sur sa tête. Il faut préciser que pendant un an, le Béarnais s'était trouvé dans la nécessité de vivre au quotidien avec son cousin, le roi de France, Charles IX, de le suivre dans ses folles courses de nuit ou dans ses parties de plaisir. Et il avait constaté que le roi semblait n'être vraiment lui-même que quand il frappait ses serviteurs ou ses interlocuteurs, brisait objets et meubles et jetait tout par les fenêtres. Lorsqu'on le mena au Parlement, quelques heures après la fin du Conseil royal du 23 août, pour qu'il signe la Saint-Barthélemy, son visage était tellement altéré, rapporte Petrucci, l'ambassadeur de Toscane, qu'il parut horrible. Il était long, maigre, voûté, pâle, les yeux jaunâtres, bilieux et menaçants. Tout le monde savait que le roi était fou, bien avant même la terrible nuit, objet de notre rencontre. Mais on croyait en la sagesse de la reine-mère, Catherine de Médicis, et des membres du Conseil de France, Condy, Birague, l'évêque Morvilliers. Et personne n'aurait imaginé que la démence du roi puisse être à ce point contagieuse. Après le récit des faits et de ce déchaînement de violence sans précédent dans notre histoire, venons-en, si vous le voulez bien, à leur explication, ou tout au moins à quelques tentatives d'explication. Il faut tout d'abord relativiser l'importance et la puissance du protestantisme en France en 1572. À Paris, la proportion des protestants est infime. Ils ne représentent que 2% des 300 000 Parisiens, et la plupart ne souhaitaient pas autre chose que pratiquer leur culte librement, ce qui leur était interdit. Par ailleurs, depuis 10 ans et le début des violences entre catholiques et partisans de la nouvelle religion, la situation avait sensiblement évolué. Le protestantisme se tarissait. Les prudents et les moins motivés s'en étaient retirés. Restaient les purs et les fous, mais aussi quelques modérés, partisans du vivre ensemble, comme l'on dirait aujourd'hui. Parmi eux, le vieil amiral Coligny, au visage austère et au regard douloureux, qui imposait le respect et impressionnait le roi et les catholiques modérés par la sagesse de ses propos. Coligny savait qu'il avait fort peu de cartes en main. Il ne pouvait que constater la lassitude du protestantisme et l'hostilité en France pour tout ce qui se voulait réforme morale. Dans le pays, les grandes provinces, d'abord bienveillantes avec lui, n'en voulaient pas. Ni la Normandie, ni le Dauphiné, ni la Provence, pourtant très tolérante. Quant au pays d'où venait pourtant la nouvelle religion, comme les États allemands ou les Pays-Bas, il prenait garde de ne pas trop s'engager. Quant à l'Angleterre, elle faisait toujours passer ses intérêts politiques avant toute autre considération. Pour les catholiques parisiens les plus exaltés, les protestants allaient être une occasion providentielle, un prétexte en quelque sorte, pour se laver de tout péché, en éradiquant ce mal redoutable, cette hérésie épouvantable dénoncée par les prédicateurs dans les églises. Ces catholiques intransigeants voulaient aussi préserver à tout prix leur organisation sociale autant que religieuse. À cela s'ajoutaient des considérations politiques qui sont loin d'être négligeables. Ces protestants n'avaient-ils pas pour objectif de s'opposer à l'autorité divine du roi? C'est la question que beaucoup se posaient. Ne voulaient-ils pas assujettir la monarchie à leurs conceptions spirituelles et politiques? Les catholiques, même les plus modérés, le pensaient. Ils n'avaient peut-être pas tout à fait tort sur ce dernier point,
Mais de leur côté, les catholiques voulaient eux aussi changer radicalement la gouvernance et instaurer un pouvoir fort, mais qui ne serait pas entre les mains d'un seul homme, et ils avaient une vision toute particulière de celui-ci. Dans ses écrits, Henri de Guise imagine une république populaire et catholique reposant sur d'une part le tiers, à savoir la bourgeoisie, les artisans, le petit peuple, de l'autre sur les aristocrates. En fait, je crois qu'il n'entendait pas forcément renverser la monarchie pour la remplacer par sa république, mais il préconisait une transition douce et l'émergence d'un régime démocratique, 200 ans avant la Révolution de 1789, avec des institutions dont les membres tiendraient leur pouvoir de l'élection. On peut donc bien parler de démocratie, bien sûr autoritaire, car tous les pouvoirs politiques, judiciaires et autres auraient été confondus et soumis à l'élite d'un parti. De démocratie, ou plus exactement, je pense, de semi-démocratie, ce qui était déjà extraordinairement novateur à cette époque. Henri de Guise, qui, comme on l'a vu lors de la Saint-Barthélemy, n'était pas un tendre et reste dans la mémoire collective un fanatique cruel et sans pitié, fut aussi sans doute une sorte de visionnaire qui contribuera à sa façon au progrès des idées démocratiques. En somme, pour les catholiques parisiens les plus exaltés, ces protestants humains et donneurs de leçons n'avaient d'autres objectifs que de saper les fondements mêmes de cette société nouvelle que les catholiques entendaient instaurer. Ils étaient des ennemis de l'intérieur. De là à dire que le mariage d'Henri le Huguenot et de Marguerite la catholique, ce premier mariage mixte entre les deux religions, n'avait été qu'un abominable guet-apens ourdi par Catherine de Médicis pour faire entrer le loup dans la bergerie, à savoir Henri le Huguenot au Louvre, et livrer la France aux protestants, Marguerite pouvant être considérée comme un appât, il n'y avait qu'un pas, un pas allègrement franchi par les catholiques les plus fanatiques. De nombreux protestants pensaient, tout au contraire, que Catherine, après les avoir amadoués pendant des années, avait tenté avec ce mariage de les faire entrer dans le rang. Des deux côtés, on avait donc une image falsifiée de la réalité. Quoi qu'il en soit, la figure illustre de Catherine de Médicis reste associée à ce massacre horrible des protestants qui se déroula en 1572. Un tableau du peintre huguenot François Dubois, la représentant au milieu du massacre, participa à dessiner dans la mémoire collective l'image d'une reine cruelle, sans scrupules, insensible. Une image erronée selon moi, mais indélébile. La légende noire de Catherine en découlera. Pour l'historien Ernest Charrière, à qui l'on doit en 1860 la publication des négociations de la France dans le Levant, ou correspondance, mémoires et actes diplomatiques sous le règne des derniers Valois, les lettres de Catherine de Médicis nous dévoilent tout au contraire une femme simple, bonne et presque naïve, qui eut surtout le génie de l'amour maternel et lui dut ses hautes qualités politiques. Il faut certes nuancer ce jugement si favorable, même si je pense que Catherine, lorsque, après son mariage à Marseille en 1533 et son arrivée à la cour de France, était en effet simple, bonne et presque naïve. Mais
au contact de cette cour royale, libertine et délurée, comme l'a qualifié monseigneur Jean-Baptiste Cibaud, l'évêque de Marseille, il est évident qu'elle perdit vite sa naïveté et sa bonté originelle. Elle ne fut jamais, en revanche, la veuve noire, brutale et sadique que l'on continue à nous présenter volontiers. 15 jours après la Saint-Barthélemy, ou plus précisément après l'épisode des Corbeaux, je voudrais vous signaler qu'une incroyable amnésie semble frapper tous les protagonistes et les acteurs de cette tragédie. Le Conseil de France reprit le déroulement des affaires courantes comme si rien ne s'était passé, comme s'il n'y eut pas de Saint-Barthélemy. Catherine elle-même entend bien négocier avec les pays européens protestants comme si de rien n'était. Elle croit que la reine Élisabeth, au milieu de son peuple, qui pourtant ne parle plus de nous qu'avec exécration et répugnance, peut ou veut épouser son fils. Elle croit que les princes allemands veulent vraiment pour empereur le roi de la Saint-Barthélemy. Elle ira même jusqu'à dépêcher en Allemagne le controversé Albert de Gondi, dont on se souvient qu'il arracha au roi fou, son consentement au massacre. On peut être surpris par une telle naïveté venant d'elle. En fait, en dépit de ce qui s'était passé, je pense qu'elle voulait toujours et qu'elle croyait toujours en la réconciliation imminente entre catholiques et protestants, pour laquelle elle s'était battue avec tant d'énergie jusqu'au mariage de sa fille. Ce n'était là sans doute que pure vanité. Une seule chose était sage, en fait, au point de vue catholique, c'était de s'unir franchement à l'Espagne pour tenter d'endiguer ce flot de réprobation, pour ne pas dire de haine, venant de tous les États protestants. Mais le risque était de devenir son vassal. Le tragique roi fou Charles IX était, dans sa démence, peut-être le plus réaliste. Malgré les efforts de son entourage pour lui cacher la réalité, il était bien conscient que la Saint-Barthélemy avait ouvert la boîte de Pandore et il pressentait la catastrophe imminente. Il avait écouté avec terreur ce que disaient ces noirs corbeaux dans leur bruyant concile du Louvre 8 jours après le massacre. Ils disaient, ces noirs corbeaux, que la Saint-Barthélemy n'était qu'un commencement, que la fin des Valois était proche, mais aussi que les deux partis, catholiques et protestants, étaient bien malades, et qu'au sein même de chaque parti, la discorde régnait. Plus personne ne faisait confiance à personne. Échappée aux couteaux et aux flammes, la pauvre petite France réformée ne pouvait se fier à nulle promesse, nulle parole royale. Elle voyait en face la royauté des massacreurs qui lui lançait à la tête tout le royaume, entraînant la grande masse catholique, même des réformés convertis. Elle voyait l'impuissance de Catherine qui, seule dans ce maelstrom, parlait encore de paix et de réconciliation. Elle n'attendait nul secours du dehors, car les protestants en Europe étaient aussi divisés que ceux de France. Ni les luthériens d'Allemagne, ni Élisabeth, malgré leurs hauts cris et leur indignation, ne bougèrent le petit doigt. En ce qui concerne Élisabeth, la raison en est bien simple. Elle était reine d'Angleterre et dirigeait l'Église anglaise. Elle était en quelque sorte son propre pape. Mais elle haïssait toute révolte et n'approuvait pas les provocations des huguenots français les plus extrémistes. Élisabeth prend le deuil après la Saint-Barthélemy, mais elle accepte volontiers la thèse du complot huguenot que lui expose l'ambassadeur français, d'autant plus qu'elle entendait bien renouer avec Philippe II, le roi très catholique d'Espagne, avec lequel elle s'alliera d'ailleurs en mai 1573.
Philippe II, qui esquissa un pas de danse et pour la première fois de sa vie, dit-on, éclata de rire. On raconte aussi qu'il se serait écrié en apprenant les événements de la Saint-Barthélemy: « C'est le plus beau jour de ma vie !» C'est dire que le retentissant fiasco de la réconciliation entre catholiques et protestants, tant souhaité par Catherine de Médicis, et que le mariage entre Henri de Navarre et Marguerite avait scellé solidement et de manière spectaculaire, tout au moins le pensait-on, réjouissait les catholiques les plus radicaux à travers l'Europe. Et tous, catholiques comme protestants, de taper sur Catherine, accusée de tous les maux. À la mort de la reine, le mémorialiste Pierre de l'Étoile nota perfidement qu'on n'en fit pas plus de cas que d'une chèvre morte. Catherine de Médicis, dont la vie est un fabuleux roman, mérite mieux que la légende qui l'entoure et qui continue même aujourd'hui à entacher sa mémoire. On peut toujours, à propos de la Saint-Barthélemy, tenter d'expliquer l'inexplicable, démontrer qu'elle ne fut qu'une conjonction malheureuse d'éléments divers qui en soi n'étaient pas déterminants, mais qui, entremêlés, ne pouvaient que conduire à une catastrophe. Conjuration politique préméditée mais ciblée, émotion collective sous l'emprise de quelques fanatiques irresponsables, étape tragique vers un nouveau monde où le roi serait le maître absolu et régnerait sans partage, enjeux internationaux impliquant l'Espagne, l'Angleterre et les Pays-Bas. Certes, tout cela a joué, mais n'explique pas cette hystérie collective meurtrière et cette perte totale pendant quelques heures de toute humanité. Comme si notre société, patiemment construite durant des millénaires sur quelques valeurs fondamentales acceptées par tous, avait brusquement perdu tout repère et s'était effondrée comme un château de cartes dans la haine et dans le sang. Oui, je le répète, la Saint-Barthélemy, c'est un cas presque unique dans l'histoire de France, de désagrégation soudaine de toutes nos valeurs et de notre faculté de raisonner et d'analyser les choses avant d'agir. Tout le monde, même les esprits les plus sages, sombrèrent cette nuit-là dans l'irrationnel, Catherine comme les autres. Oui, la Saint-Barthélemy, ce fut réellement le triomphe de l'irrationnel. Je vous remercie.